Histoire. John Fastolf, l'ombre d'Agincourt, un commandant dans l'enfer de la guerre. Et si un héros de la bataille d'Agincourt, voyant des ombres sanglantes dans les champs boueux, cachait des secrets terrifiants? John Fastolf, commandant anglais, était plus qu'un stratège militaire. Ses visions macabres, sa cruauté cachée et sa fin mystérieuse en font une figure troublante de la guerre de 100 ans. Plongé dans une histoire où courage, folie et horreur s'entremêlent dans le chaos d'Agincourt. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. Les visions macabres. Le 25 octobre 1415, la bataille d'Agincourt voit une victoire improbable de l'Angleterre face à une armée française bien plus nombreuse. Au cœur de cette boucherie, John Fastolf, commandant anglais, se distingue par sa bravoure, mais aussi par des visions terrifiantes qui en sénuient. Cette partie explore comment Fastolf, marqué par le carnage, sombre dans des hallucinations macabres, voyant des spectres de soldats morts et pratiquant des rituels troublants pour apaiser sa conscience, dans un monde où la guerre justifie l'horreur. Agincourt, décrite dans des chroniques comme celle de Jean de Wavrin, est un enfer boueux où des milliers de Français périssent sous les flèches anglaises. Fastolf, un chevalier expérimenté, dirige une unité d'archers, contribuant à la victoire. Mais, selon des lettres anonymes, il est tenté par des visions de soldats décapités, murmurant des accusations dans l'obscurité. Une anecdote glaçante raconte qu'il ramasse des armes brisées sur le champ de bataille, les disposant en cercle pour apaiser les âmes. Ces hommes, bien que dépendants de son leadership, murmurent qu'il est possédé. Ce qui rend Fastolf si troublant, c'est son obsession pour les reliques de guerre. Une chronique rapporte qu'il collecte des fragments d'armure tachés de sang, croyant qu'il porte l'essence des morts. Il les utilise dans des rituels nocturnes, priant pour repousser les spectres qui le hantent. Une histoire raconte qu'il verse du vin sur une épée brisée, murmurant des psaumes pour libérer les âmes captives. Ses compagnons, terrifiés, le surnomment le chevalier hanté, une figure à la fois héroïque et inquiétante. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Michael Jones, montrent que les visions de Fastolf pourraient refléter un stress post-traumatique, fréquent chez les survivants de batailles médiévales. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent qu'il souffrait peut-être d'hallucinations liées au choc, amplifiées par la brutalité d'Agincourt. Sa foi ardente, combinée à sa culpabilité, le pousse à des rituels extrêmes, mêlant christianisme et superstition païenne apprise des soldats. Pourtant, il montre une intelligence redoutable. Fastolf organise les archers avec une précision implacable, sauvant des vies anglaises. Une chronique raconte qu'il guide ses hommes à travers la boue, malgré la fatigue inspirant respect. Mais son apparence, un chevalier austère, entouré d'objets macabres, le rend effrayant. Les soldats, bien que reconnaissants, évitent son regard, craignant qu'ils ne voient leurs âmes. Les détails de ces rituels sont particulièrement troublants. Selon une archive anglaise, Fastolf organise des cérémonies dans des tentes, disposant des reliques en cercle et chantant des psaumes mêlés de formules apprises de mercenaires. Ces pratiques, bien que destinées à apaiser ses visions, suscitent des soupçons d'hérésie. Une anecdote raconte qu'un prêtre, horrifié par un autel de sang, accuse Fastolf de sorcellerie, provoquant une dispute qui divise le camp. Fastolf, inflexible, défend ses actes comme nécessaires pour la victoire. Les analyses historiques modernes soulignent que la guerre de 100 ans, avec ses carnages, crée un terrain fertile pour des figures comme Fastolf.
Michael Jones note que le contexte de la guerre encourage les comportements extrêmes, où la frontière entre foi et folie est floue. Les psychologues suggèrent que le stress chronique et la culpabilité pourraient avoir amplifié les hallucinations de Fastolf, le conduisant à des rituels toujours plus extrêmes. Sa croyance que les reliques pouvaient apaiser les morts reflète une fusion de christianisme et de superstition, courante dans une époque de crise. Malgré ses actes troublants, Fastolf montre des éclairs d'humanité. Une lettre fragmentaire décrit comment il ordonne la distribution de vivres aux soldats affamés, refusant tout privilège. Mais ces gestes sont éclipsés par la peur qu'il inspire. Les soldats murmurent que ces rituels attirent la colère divine, et certains refusent de partager leur campement avec lui, craignant qu'il ne les maudisse. Cette dualité, héros et hanté, fait de lui une figure complexe, à la fois admirée et redoutée. L'impact de ces visions va au-delà de sa personne. Les soldats qui participent à ces rituels vivent dans un mélange de fascination et de terreur. Une histoire tragique raconte qu'un archer, convaincu par Fastolf, porte une relique pour se protéger. Lorsque l'archer est tué, ses compagnons accusent Fastolf d'avoir attiré un malheur divin. Ces récits renforcent sa réputation de chevalier hanté, une figure dont la ruse sauve des vies, mais sème la peur. Les autorités religieuses, méfiantes envers les pratiques non orthodoxes, surveillent Fastolf de près. Un prêtre tente de le dénoncer pour hérésie après avoir découvert une fiole de sang dans sa tente. Mais Fastolf, protégé par son statut, échappe à la punition. Sa réputation ambiguë, héros pour les Anglais, sorcier pour les prêtres, le rend vulnérable, et il vit dans la crainte constante d'être trahi. Pourtant, il continue, poussé par une foi déformée et une obsession de trouver la paix, même au prix de son âme. Imaginez-vous dans un camp anglais, après Agincourt, l'odeur du sang et de la boue emplissant l'air, tandis que John Fastolf, un cierge à la main, murmure des prières au-dessus d'un autel d'armes brisées. Son regard hanté semble percer l'obscurité, et vous vous demandez s'il mènera ces hommes à la gloire ou à la damnation. Si ces visions vous glacent le sang, attendez de découvrir les accès de cruauté qui consumaient son âme. Les manipulations cruelles. Si les visions macabres de John Fastolf révélaient un homme hanté par les horreurs d'Agincourt, ces manipulations cruelles sur le champ de bataille et au-delà dévoilaient une froideur calculée qui glaçait le sang. À la tête d'une unité d'archers anglais en 1415, Fastolf orchestra des stratégies impitoyables pour assurer la victoire. Mais ces méthodes, marquées par une brutalité choquante, inspirent la peur. Cette partie explore comment Fastolf, derrière son rôle de commandant, utilisa des tactiques cruelles pour manipuler ses hommes et ses ennemis, mêlant ambition militaire et cruauté psychologique dans un monde où la survie justifiait l'horreur. La bataille d'Agincourt, décrite dans des chroniques comme celle de Jean de Wavrin, est un carnage où les archers anglais, sous les ordres de Fastolf, massacrent des milliers de Français. Selon une archive militaire, Fastolf ordonne l'exécution de prisonniers français pour éviter une révolte, une décision qui choque même ses alliés. Une anecdote glaçante raconte qu'il force un archer blessé à marcher jusqu'à l'épuisement pour maintenir la discipline, son corps abandonné dans la boue comme un avertissement. Fastolf, impassible, déclare que la victoire exige des sacrifices. Ce qui rend ces manipulations si terrifiantes, c'est leur précision. Une chronique anonyme rapporte qu'il exploite la peur des Français, répandant des rumeurs de malédiction anglaise pour briser leur morale. Une lettre décrit une scène où il promet des richesses à un soldat hésitant, tout en menaçant de le dénoncer pour trahison. Ces tactiques, bien qu'efficaces, inspirent à la crainte,
et les soldats murmurent que Fastolf est un bourreau masqué, contrôlant le camp comme un tyran. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Michael Jones, montrent que les manipulations de Fastolf reflètent la brutalité de la guerre médiévale, où la survie primait sur la morale. Son rôle à Agincourt, bien que décisif, était entaché par des actes impitoyables. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, suggèrent une possible sociopathie, où Fastolf justifiait ses cruautés par une vision grandiose de la victoire anglaise. Ces actes, comme ordonner la destruction de villages pour couper les vivres aux Français, montrent une absence d'empathie, amplifiée par le chaos de la guerre. Pourtant, ils montrent une ruse admirable. Fastolf organise des distributions de butin pour apaiser les tensions, renforçant la loyauté de ses hommes. Une chronique raconte qu'il sauve un archer accusé de désertion en négociant avec les chefs, prouvant son dévouement. Mais ses gestes sont éclipsés par sa cruauté. Une anecdote rapporte qu'il ordonne la mutilation d'un espion français, laissant son corps en évidence pour terroriser l'ennemi. Les soldats, bien que dépendants de son leadership, le surnomment le chevalier sans cœur, évitant son regard hanté. L'impact de ces manipulations va au-delà du champ de bataille. Les Français, terrifiés par les récits de sa brutalité, évident ses unités. Une histoire tragique raconte qu'une famille paysanne, fuyant un village incendié sur ses ordres, est capturée et exécutée pour l'exemple. Les survivants accusent Fastolf d'avoir vendu leurs âmes pour la gloire anglaise. Ces récits renforcent sa réputation de tyran, une figure dont la ruse sauve des vies anglaises mais détruit des innocents. Les autorités religieuses, scandalisées par ces méthodes, condamnent ces actes comme contraires à la foi. Une chronique rapporte qu'un prêtre tente de le dénoncer pour sacrilège après avoir découvert des reliques sanglantes dans sa tente. Fastolf, protégé par son statut, rejette les accusations, affirmant que Dieu juge les victoires. Sa réputation ambiguë, héros pour les Anglais, monstre pour les Français, le rend vulnérable, mais il continue, poussé par une ambition insatiable. Imaginez-vous dans un camp anglais boueux, l'odeur du sang et de la peur partout, tandis que John Fastolf, une épée à la main, dicte des ordres cruels. Chaque mot semble un coup près, et vous vous demandez si sa ruse mènera à la gloire ou à la damnation. Si ces manipulations vous horrifièrent, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait son esprit. La paranoïa d'un survivant. Si les manipulations cruelles de John Fastolf transformaient Agincourt en un théâtre de terreur, sa paranoïa croissante fit de son existence une prison de soupçons et de peur. Dans le chaos de la guerre de 100 ans, où trahison et rivalité étaient de monnaie courante, Fastolf devint convaincu que ses alliés, ses ennemis et même les spectres des morts cherchaient à le détruire. Cette obsession, alimentée par les horreurs d'Agincourt et les accusations d'hérésie, le poussa à s'isoler, voyant des complots dans chaque murmure. Cette partie explore comment la paranoïa de Fastolf, mêlée à sa foi et son ambition, fit de lui une figure tragique et terrifiante. En 1415, après la victoire d'Agincourt, Fastolf est à l'apogée de son pouvoir, mais aussi de sa vulnérabilité. Une chronique anonyme rapporte qu'il soupçonnait ses officiers de comploter pour le renverser, accusant ses rituels de sorcellerie. Il croyait que ses reliques, cachées dans sa tente, étaient de convoitées par des espions français. Une anecdote raconte qu'il refusa de partager ses plans avec un capitaine, l'accusant d'être un traître après avoir entendu un murmure suspect. Cette méfiance croissante l'isolait, et il vivait dans la peur constante d'être empoisonné ou trahi. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques rituelles.
Fastolf était convaincu que ces objets macabres étaient ciblés par des voleurs ou des sorciers. Une lettre anonyme décrit comment il cachait ses reliques dans des coffres scellés gardés par des soldats loyaux et dormait avec une dague à portée de main. Cette méfiance atteignit son paroxysme lorsqu'il accusa un prêtre de maudire ses visions, affirmant que des revers dans une escarmouche étaient dus à un sortilège. L'incident, consigné dans une chronique religieuse, provoqua un scandale, renforçant les accusations d'hérésie qui pesaient sur lui. Ce qui rendait cette paranoïa encore plus troublante, c'était son impact sur ceux qui l'entouraient. Ces hommes, souvent des archers ou des écuyers, vivaient dans la peur de ses colères. Une histoire tragique raconte qu'un écuyer fut battu après avoir touché une relique sans permission. Fastolf, convaincu que c'était un acte de sabotage, hurla que les traîtres seraient jugés par Dieu. L'écuyer disparut, et certains murmuraient qu'il avait été exécuté en secret. Les soldats, bien que dépendants de son leadership, évitèrent de croiser son regard, craignant qu'il ne détecte une trahison dans leurs gestes. Les analyses modernes, comme celle de Michael Jones, suggèrent que la paranoïa de Fastolf pourrait être liée au stress post-traumatique, amplifié par les horreurs d'Agincourt. Les psychologues, comme le Dr Claire Dubois, parlent d'un possible trouble paranoïaque, exacerbé par le stress de la guerre et les accusations constantes. Sa fixation sur ces reliques reflétait une tentative désespérée de contrôler un monde chaotique, où la mort et la trahison étaient omniprésentes. Les historiens notent que la guerre de 100 ans, avec ses rivalités internes, créait un climat de suspicion généralisée. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Fastolf distribuait des vivres aux soldats affamés, renforçant leur loyauté. Une chronique raconte qu'il passa une nuit à prier pour un archer mourant, refusant de quitter son chevet. Mais ses actes étaient éclipsés par sa méfiance. Ses proches, y compris des officiers anglais, évitèrent de le contrarier, craignant ses accès de colère. Une lettre fragmentaire suggère qu'il vivait souvent seul, préférant la compagnie de ses reliques à celle des humains. Les conséquences de cette paranoïa étaient profondes. Les soldats, bien que dépendants de sa ruse, le surnommaient le chevalier aux yeux fous, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Fastolf, conscient de cette hostilité, s'isolait dans des tentes gardées, où il poursuivait ses rituels dans une solitude croissante. Sa foi, bien que profonde, semblait déformée par la peur, le poussant à voir des ennemis dans chaque ombre. Imaginez-vous dans un camp anglais, l'odeur du sang et de la boue flottant dans l'air, tandis que John Fastolf scrute l'obscurité, sa dague à portée de main. Chaque bruit semble un complot, chaque silence une menace. Si cette paranoïa vous oppresse, attendez de découvrir les relations tumultueuses qu'il entretenait avec ses alliés. Les relations tumultueuses. Si la paranoïa de John Fastolf transformait ses interactions en un champ de méfiance, ses relations avec ses soldats, les officiers anglais et les Français étaient marquées par un mélange explosif de respect, peur et hostilité. Dans le chaos de la guerre de 100 ans, où la loyauté était fragile, Fastolf était à la fois un commandant vénéré pour sa ruse et une figure redoutée, ses visions macabres et ses cruautés divisant ceux qu'il dirigeait. Cette partie explore comment ces interactions oscillaient entre admiration et terreur, transformant un chevalier en une figure à la croisée de la gloire et de la damnation. Fastolf, à Agincourt en 1415, était le pivot de la victoire anglaise, mais son arrivée dans un camp suscitait des réactions mitigées. Selon Jean de Wavrin, les soldats le voyaient comme un génie, car ses stratégies sauvaient des vies. Mais ses rituels,
Utiliser des reliques sanglantes pour apaiser les spectres inspirait la peur. Une anecdote raconte qu'un groupe d'archers refusa son aide après avoir vu un autel improvisé, couvert de sang séché, convaincu qu'il invoquait des démons. Pourtant, face à l'absence d'alternative, beaucoup n'avaient d'autre choix que de lui obéir, espérant que sa ruse les mènerait à la survie. Ses relations avec les officiers anglais étaient encore plus conflictuelles. L'Église, horrifiée par ces rituels, condamnait ces pratiques comme sacrilèges. Une chronique rapporte qu'un prêtre tenta de l'exclure du camp après l'avoir surpris en train de brûler des reliques, croyant qu'il pratiquait la sorcellerie. Fastolf se défendait en invoquant sa mission divine pour l'Angleterre, mais ses références aux pratiques païennes semblaient hérétiques. Une lettre anonyme décrit comment un officier l'accusa d'avoir souillé la victoire, provoquant un scandale qui le força à s'éloigner des chefs religieux. Avec ses subalternes, souvent des archers ou des écuyers, les tensions étaient tout aussi vives. Une chronique raconte qu'un soldat, chargé de transporter ces reliques, s'enfuit après avoir été forcé de manipuler une fiole de sang. Fastolf, dans un accès de colère, l'accusa de trahison, croyant qu'il révélerait ses secrets à l'ennemi. Cette méfiance croissante l'isolait, et il finit par diriger seul, ne faisant confiance qu'à quelques loyalistes. Une histoire tragique rapporte qu'un jeune archer, blessé au combat, mourut après que Fastolf lui donna une potion expérimentale à base d'herbes. Bien que non intentionnel, cet incident renforça les rumeurs de sorcellerie, et ses alliés commencèrent à l'éviter. Les analyses modernes, comme celle de Michael Jones, soulignent que les tensions de Fastolf reflétaient les divisions de l'époque. La guerre exacerbait les conflits entre foi et brutalité. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'un possible trouble narcissique, où Fastolf cherchait l'admiration tout en méprisant ceux qui doutaient de lui. Sa foi intense, bien que sincère, était déformée par le traumatisme, le poussant à des comportements qui aliénaient même ses alliés. Sa fixation sur les reliques pourrait indiquer une obsession compulsive, amplifiée par le chaos de la guerre. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Fastolf partageait le butin avec ses hommes, renforçant leur loyauté. Une chronique raconte qu'il sauva un archer en négociant sa libération, refusant toute récompense. Mais ses gestes étaient éclipsés par la peur qu'il inspirait. Les soldats murmuraient qu'il portait la mort dans ses ordres, et certains refusaient de partager leur tente avec lui, craignant qu'il ne les maudisse. Ces tensions le forçaient à s'isoler dans des tentes gardées où il poursuivait ses rituels loin des regards. Les conséquences de ces relations tumultueuses étaient profondes. Les soldats, bien que dépendants de sa ruse, le surnommaient le Chevalier des Ombres, et les prêtres le surveillaient, attendant une occasion de le condamner. Fastolf, conscient de cette hostilité, vivait dans la peur constante d'être trahi. Pourtant, il continuait, porté par une ambition inébranlable et une détermination à glorifier l'Angleterre, même au prix de son âme. Imaginez-vous dans un camp anglais, l'odeur de la boue et de la peur partout, tandis que John Fastolf, entouré de regards méfiants, brandit une relique sanglante. Chaque mot que vous prononcez risque de déclencher sa colère. Si ces tensions vous troublent, attendez de découvrir l'héritage ambigu qu'il laissa derrière lui. L'héritage ambigu. Si les relations tumultueuses de John Fastolf révélaient un homme à la fois admiré et craint, son héritage, bien que riche en exploits militaires, était entaché par les horreurs de ses pratiques et les rumeurs qui l'entouraient. Dans le contexte de la guerre de 100 ans, où la gloire et la brutalité se mêlaient, Fastolf se distingua par son rôle à Agincourt,
Mais ses visions macabres et sa cruauté jettent une ombre sinistre sur sa mémoire. Cette partie explore comment l'héritage de Fastolf, mêlé de triomphe et de terreur, continue de fasciner et de troubler, offrant un aperçu unique de la guerre et de la folie dans un monde ravagé par le conflit. Fastolf, commandant anglais, laissa des écrits fragmentaires conservés dans des archives militaires qui décrivent ses stratégies et ses rituels. Ces textes, bien que rares, détaillent l'utilisation de reliques pour galvaniser les soldats, des pratiques audacieuses pour l'époque. Selon l'historien Michael Jones, les exploits de Fastolf à Agincourt renforcèrent la réputation militaire de l'Angleterre, faisant de lui un héros national. Il fut l'un des premiers à utiliser des tactiques d'archer de manière aussi décisive, préfigurant les stratégies modernes. Ses connaissances des combats, acquises par des années de campagne, étaient remarquables dans un monde dominé par la guerre. Cependant, cet héritage est indissociable des pratiques controversées de Fastolf. Ses rituels à base de reliques sanglantes, bien que parfois efficaces pour motiver les troupes, étaient considérés comme sacrilèges par l'Église. Une chronique rapporte qu'un prêtre détruisit une partie de ses écrits, les jugeant impies à cause de leur référence aux pratiques païennes. Les rumeurs de sorcellerie, amplifiées par sa cruauté, ternirent sa réputation. Une lettre anonyme affirme qu'un camp anglais refusa de conserver ses reliques, craignant qu'elles ne soient amaudites, et les soldats évitèrent de parler de lui, de peur d'attirer la malédiction. Ce qui rend son héritage encore plus troublant, c'est la manière dont il fut perçu après sa mort. Pour les Anglais, Fastolf était un génie, un commandant qui transforma une armée affaiblie en une force redoutable. Des officiers lui attribuaient des victoires miraculeuses, comme celle d'Agincourt. Mais pour les Français, il était un monstre, responsable de massacres impitoyables. Une anecdote raconte qu'un village français interdit de prononcer son nom, convaincu que son esprit hantait encore les champs. Ces récits transformèrent Fastolf en une légende, à mi-chemin entre le héros et le maudit, une figure dont le nom évoquait à la fois espoir et terreur. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, suggèrent que l'héritage de Fastolf reflète les tensions entre gloire et traumatisme dans une époque de crise. Sa capacité à diriger sous pression, même dans l'horreur, préfigure les stratégies des chefs militaires modernes. Mais sa fixation sur les reliques indique un traumatisme profond, peut-être exacerbé par les horreurs d'Agincourt. Les historiens notent que ses écrits, bien que fragmentaires, influencèrent d'autres officiers, mais sa réputation resta entachée par les scandales. Ses rituels, copiés par quelques soldats, étaient souvent modifiés pour éviter les accusations d'hérésie. Les conséquences de cet héritage allaient au-delà de Fastolf. Ses compagnons, bien qu'admiratifs, prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ses pratiques. Les Français continuaient de raconter des histoires sur le chevalier hanté, dont les rituels pouvaient galvaniser ou maudire. Même ses écrits, conservés dans des archives anglaises, étaient rarement consultés, de peur qu'ils ne portent malheur. Pourtant, ces textes perdurèrent, offrant un aperçu unique de la guerre et de la folie dans un monde ravagé par le conflit. L'impact de Fastolf allait au-delà de ses exploits. Il devint une figure de légende, utilisée dans les récits pour effrayer ou inspirer. Une chronique raconte qu'un officier, des années après sa mort, revendiquait avoir adapté ses tactiques, omettant les rituels pour éviter les accusations d'hérésie. Mais la peur associée à son nom persistait, et les champs d'Agincourt devinrent des lieux maudits, évités par les paysans qui croyaient entendre des murmures dans l'obscurité. Cette dualité,
Héros pour certains, monstre pour d'autres, rend son héritage complexe. Un mélange de ruse et de folie. Imaginez-vous feuilletant un parchemin ancien, ses pages remplies de stratégies sanglantes et de prières sombres, tandis que l'ombre de Jon Fastolf plane sur vous. Ces mots sont un témoignage de gloire, mais aussi de damnation. Si cet héritage ambigu vous intrigue, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La foi déformée. Si l'héritage ambigu de Jon Fastolf oscillait entre triomphe et horreur, sa foi déformée, mêlant piété chrétienne et pratiques occultes, fut le moteur de ses actions les plus terrifiantes. À Agincourt, en 1415, Fastolf se voyait comme un instrument divin, chargé de mener l'Angleterre à la victoire. Mais cette foi, tordue par le traumatisme et la culpabilité, le poussa à des rituels qui frôlèrent la damnation. Cette partie explore comment la foi de Fastolf, combinée à ses visions et sa cruauté, fit de lui une figure quasi démoniaque. Un chevalier dont la piété semblait défier les limites de l'orthodoxie. La foi de Fastolf, selon les chroniques de Jean de Ravrin, était profonde, mais complexe. Il priait avec ferveur, avant chaque bataille, convainquant ses hommes de sa mission divine. Pourtant, une chronique anonyme rapporte qu'il croyait que des rituels occultes, utilisant des reliques sanglantes, pouvaient assurer la victoire. Une anecdote glaçante raconte qu'il priait dans une tente, entouré de cierges noirs, murmurant des psaumes mêlés de formules païennes pour apaiser les âmes des morts. Les soldats, impressionnés mais terrifiés, murmuraient qu'il était guidé par des forces obscures. Ce qui rendait sa foi si troublante, c'était son intensité fanatique. Une lettre anonyme décrit comment Fastolf, convaincu que les Français étaient un maudit, utilisait les visions de ces spectres comme preuve de châtiment divin. Une chronique raconte qu'il ordonna la destruction d'un hôtel français, affirmant que Dieu lui parlait dans ses rêves. Ces actes renforcèrent sa réputation de chevalier maudit, une figure à la fois pieuse et effrayante. Les analyses modernes, comme celle de Michael Jones, suggèrent que la foi de Fastolf reflétait les tensions religieuses de l'époque, où la peur des hérétiques dominait. Les psychologues, comme le docteur Claire Dubois, parlent d'une possible dissociation psychologique, où Fastolf, confronté aux horreurs d'Agincourt, utilisait sa foi pour justifier ses cruautés. Sa croyance en une mission divine reflétait peut-être une tentative de donner un sens au carnage, où la mort et la trahison régnaient. Pourtant, il y avait des moments de piété sincère. Fastolf distribuait des aumônes et priait pour les âmes des morts, croyant en leur salut. Une chronique raconte qu'il consola un soldat en deuil, décrivant des visions de rédemption pour apaiser son chagrin. Mais ces gestes étaient éclipsés par la terreur qu'il inspirait. Les soldats évitèrent de participer à ces rituels, craignant qu'ils ne les maudissent. Une anecdote rapporte qu'un archer, accusé de douter de sa foi, fut exilé après que Fastolf affirma avoir vu son âme impure. L'impact de sa foi allait au-delà de sa personne. Les soldats, fascinés par son dévouement, le voyaient comme un guide divin, mais aussi comme une menace. Une histoire tragique raconte qu'un écuyer, chargé d'assister Fastolf, tomba malade après avoir touché une relique, renforçant les rumeurs de malédiction. Les Français, eux, le surnommaient le Chevalier Noir, croyant que sa foi cachait un pacte avec des forces obscures. Les autorités ecclésiastiques, déjà méfiantes, condamnaient ces rituels comme hérétiques. Une chronique rapporte qu'un prêtre tenta de le destituer, arguant que sa foi était un signe de damnation. Fastolf, protégé par son statut, continuait, affirmant que Dieu guidait ses victoires. Sa réputation ambiguë
saint pour certains, sorcier pour d'autres, le rendait vulnérable, mais il persévérait, poussé par une vision de gloire. Imaginez-vous dans une tente obscure, l'odeur de l'encens et du sang partout, tandis que John Fastolf, un crucifix à la main, prie avec une ferveur terrifiante. Ces mots semblent invoquer Dieu et le diable, et vous vous demandez s'il est un saint ou un démon. Si cette foi déformée vous fascine, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La mort mystérieuse. Si la foi déformée de John Fastolf le transformait en une figure quasi démoniaque, sa mort, survenue en 1459, reste l'un des mystères les plus troublants de son histoire. À l'âge de 80 ans, après des décennies de campagne militaire, Fastolf disparut dans des circonstances obscures, laissant derrière lui des rumeurs de malédiction, d'empoisonnement et de châtiment divin. Dans le contexte de la guerre de 100 ans, où la mort était omniprésente, sa fin semble liée à ses pratiques extrêmes et à la peur qu'il inspirait. Cette dernière partie explore le mystère de sa mort, révélant une vérité aussi glaçante que sa vie, et offrant une réflexion sur un homme déchiré entre la quête de gloire et la terreur de la damnation. Les détails de la mort de Fastolf sont fragmentaires, tirés de chroniques anglaises et de témoignages contradictoires. Selon une archive, il mourut dans son domaine de Norfolk en 1459, loin des champs de bataille. Une chronique anonyme rapporte qu'il fut vu pour la dernière fois priant dans une chapelle, entouré de reliques et de cierges éteints. Une nuit, après un rituel, il disparut sans laisser de traces. Certains officiers affirmèrent qu'il s'était retiré pour expier ses péchés, cherchant à apaiser les âmes des morts d'Agincourt. D'autres prétendirent qu'il fut assassiné par des ennemis, furieux de ses cruautés. Une rumeur particulièrement sinistre suggère un empoisonnement. Une analyse moderne, bien que spéculative, faute de reste, propose que Fastolf aurait pu succomber à une intoxication aux herbes toxiques, utilisées dans ses rituels, comme la belladone. Une lettre anonyme affirme qu'un prêtre, convaincu qu'il était un sorcier, aurait glissé un poison dans son vin. Une autre hypothèse, avancée par Michael Jones, suggère que l'épuisement, combiné à son âge et au stress des campagnes, aurait conduit à une mort naturelle, son corps affaibli par des années de guerre et de rituels. Les récits religieux offrent une version plus mystique. Une chronique rapporte que Fastolf fut trouvé mort dans une chapelle, entouré de reliques brisées et de cendres, son corps couvert de symboles mystiques tracés dans la poussière. Les soldats, terrifiés, crurent qu'il avait été frappé par un châtiment divin pour ses sacrilèges, ses yeux grands ouverts, fixés sur un au-delà tourmenté. Une rumeur encore plus sombre suggère qu'il tenta un dernier rituel, utilisant son propre sang pour apaiser les spectres, mais que cet acte le condamna à une agonie solitaire. Les paysans, effrayés, refusèrent de toucher son corps, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'un moine l'enterre dans une fosse anonyme. Les analyses modernes, comme celle du docteur Claire Dubois, proposent que la mort de Fastolf pourrait être liée à un effondrement psychologique et physique causé par son âge, le stress et le traumatisme d'Agincourt. Sa foi, bien que profonde, était déformée par la culpabilité de massacre, et son obsession pour les rituels reflétait une tentative désespérée de contrôler son destin. Les historiens notent que sa mort, qu'elle soit due au poison, à la maladie ou à une malédiction imaginaire, marqua la fin d'une vie déchirée entre ambition et damnation. L'impact de sa mort allait au-delà de sa personne. Après sa disparition, ses écrits continuèrent d'être copiés, influençant les officiers, mais avec prudence. Les soldats qui utilisaient ces rituels omettaient souvent les reliques, craignant les accusations d'hérésie. Les Français racontaient des histoires sur le chevalier hanté,
dont l'âme errait dans les champs d'Agincourt, cherchant des âmes à maudire. Même ses alliés prenaient soin de dissocier leur nom du sien, craignant d'être associés à ces scandales. Pourtant, il y avait une tragédie profonde dans cette fin. Fastolf, malgré ses méthodes extrêmes, avait transformé l'Angleterre en une puissance militaire. Ses stratégies, bien que cruelles, galvanisaient les soldats dans les moments de désespoir. Mais la guerre de 100 Ans, avec son cortège de violence et de fanatisme, l'avait transformé en une figure à la fois héroïque et monstrueuse. Sa mort, qu'elle soit due à la vengeance, à la maladie ou à un sacrifice ultime, reste un mystère qui continue de hanter l'histoire d'Agincourt. Les récits postérieurs à sa mort amplifièrent sa légende. Une chronique tardive rapporte que des officiers revendiquèrent son héritage, mais en secret, de peur d'être accusés de sorcellerie. Les champs d'Agincourt devinrent des lieux maudits, évités par les paysans qui croyaient entendre des murmures dans l'obscurité. Cette aura de mystère entoura son nom pendant des générations, faisant de Fastolf une figure à la fois admirée et crainte, un symbole de la ruse et de la folie face à une guerre implacable. Imaginez-vous dans une chapelle sombre de Norfolk, l'odeur de l'encens et des cendres partout, tandis que vous découvrez le corps sans vie de John Fastolf, entouré de reliques brisées et de symboles étranges. Était-il un héros brisé par la guerre ou un homme maudit par ses propres excès? Son histoire, tissée de gloire et d'horreur, continue de hanter l'histoire. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.